Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être présente à ce colloque tant attendu et je remercie les membres du comité d'organisation et tous ceux qui ont veillé à sa tenue. Dans la continuité de la présentation de Gabriela et de Jonas, je vais partager avec vous, donc à travers cette communication, certains témoignages concernant la qualification, plutôt les problématiques de surqualification diplômante, paradoxalement et en opposition avec la sous-qualification professionnelle, donc des concepts que je vais définir et présenter plus précisément. Donc, dans la continuité de ce qui a été présenté, mais également différemment, je vais présenter plutôt la qualification pour une population plutôt qui est diplômée, donc de l'enseignement supérieur, mais qui peine à s'insérer dans un marché de l'emploi qui est caractérisé par un taux de chômage qui est très élevé. Alors cette présentation présentera certains témoignages donc de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur tunisien qui sont en recherche d'emploi, mais également qui travaillent dans le secteur informel. Donc, ce type de travail qualifié le plus souvent d'indécent, de par l'insécurité de l'emploi, l'absence de contrat écrit, l'absence de protection sociale, n'est pas un choix pour ces jeunes, mais une nécessité de survie pour une majorité des diplômés, donc de l'enseignement supérieur, qui peinent à trouver un emploi correspondant à leur niveau de qualification universitaire, c'est-à-dire correspondant à leur spécialité de diplôme universitaire. Samia, oui, j'ai l'impression que ton PowerPoint ne défile pas de nouveau. Pour le moment, on reste sur la première diapo. Donc justement, nous commencerons tout d'abord par clarifier les concepts clés de cette communication, donc tels que la qualification, le travail décent et l'informalité, pour présenter par la suite donc, la perception du travail décent chez les jeunes travaillant dans l'informalité, et puis pour finir donc avec des propositions de pratiques professionnelles pour les conseiller à l'orientation. Alors je vais changer de diapo. Est-ce que là les diapos défilent? C'est bon. C'est bon? Parfait. Oui. Alors, je vais commencer par présenter justement ce que c'est la qualification, du moins dans la une valeur à une chose. Qualifier un travail, c'est donc lui donner une valeur et ainsi en fixer la rémunération juste. La définition théorique de la qualification est simple. En revanche, donc sa définition pratique est très complexe car il est difficile de trouver un outil de gestion permettant de construire objectivement des relations d'équivalence équitables entre des activités et des rémunérations. Alors, on va voir ensemble un peu l'évolution conceptuelle de la qualification. Donc, la qualification est un concept complexe car multifacette. Pourtant, en relisant la littérature qui lui a été consacrée donc, depuis les années 60 aux années 80, on constate que des points de repère, que nous appellerons points cardinaux, ont été définis pour ce concept. Donc, ils permettent une lecture simple des évolutions de sa définition. Donc, ces points cardinaux sont opposés 2 à 2 et délimitent le champ du débat sur la qualification. Donc, il y a la qualification qui est attachée à l'organisation ou bien à l'individu. Donc là, on se pose la question en termes d'opposition. Il y a également donc les critères utilisés pour l'évaluer qu'on peut questionner de scientifique, donc objectif, ou bien donc résultant d'un compromis social. Alors, qui va-t-on qualifier? Le poste ou l'individu? Le poste de travail est central dans la définition de la qualification. Un salarié tient un poste de travail, c'est-à-dire qu'il applique une gamme opératoire. Pour qualifier son travail, il suffit de déterminer la valeur de cette gamme et d'en déduire une rémunération objectivement équitable. Donc, et seuls des critères liés à la technique du poste de travail, ce qu'on appelle d'ailleurs compétences techniques, complexité de la tâche, donc sont mobilisés pour calculer cette valeur. Donc là, c'est une conception qui a été préconisée par Freycinet en 1978. Et puis, il y a donc une autre opposition
donc qui présente les critères de définition de la qualification entre objectivité et compromis social. Donc, au-delà de ce conflit de fond sur le lieu de rattachement de la qualification, donc certains auteurs, justement, appartenant au courant substantiviste, recherchent le critère de qui, dans tous les cas, quelle que soit la spécificité de l'emploi considéré, permet de définir objectivement la qualification. Donc, ce courant a été critiqué dès les années 70, en effet. Il est très rapidement apparu impossible de trouver un critère unique et scientifique de définition de la qualification. Toutefois, la notion de qualification est devenue intimement liée à la notion d'employabilité, régie par des normes de recrutement standardisées. Donc, on a entendu pendant les conférences de la matinée, justement, professeur Sultana parlait de l'employabilité et des exigences, ou plutôt les normes en fait standardisées en termes de soft skills, de gestion de projet, d'écriture de CV. Et on va même parfois parler de profiling ou du personal branding, donc pour avoir justement montré une certaine qualification à l'employabilité telle qu'elle est exigée par des normes internationales des entreprises. Donc, or, dans des économies vulnérables, comme les pays en voie de développement et en Tunisie particulièrement, le travail informel constitue presque 50% de l'économie nationale et le travail n'est pas toujours donc synonyme d'emploi. Alors, quel est le contexte justement que nous allons présenter pour un peu expliquer les problématiques du travail décent et le problématique également de la qualification et de la surqualification et sous-qualification. Donc, les écoles et les universités tunisiennes, donc en termes d'éducation, ne parviennent pas à transmettre les compétences essentielles pour préparer les jeunes confrontés aux défis du marché du travail, notamment imposés par les entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou des entreprises privées, voire même des multinationales, et donc à assurer la transition vers l'âge adulte et la citoyenneté active. Donc, les jeunes, dans ce sens, souffrent particulièrement de l'orientation trop théorique de l'enseignement public, qui n'inclut que très minimalement les compétences requises pour la préparation au marché du travail, notamment dans le secteur privé. Ajouter à cela donc les structures d'aide à la transition université-emploi et à la gestion de carrière est quasi absente, à la fois au niveau scolaire, universitaire que professionnel. Donc, les individus ont besoin de solutionner justement leurs problématiques dans un cadre socio-culturel déterminé et la mobilisation de leurs propres ressources psychosocial durant ces phases, sachant qu'il n'y a pas en Tunisie une formation spécifique aux conseillers d'information et conseillers à l'orientation. Donc, ce sont des professionnels qui apprennent sur le tas des pratiques en fonction de leur institution professionnelle. Donc, malheureusement, avec peu d'années d'expérience et un faible réseau professionnel, donc les diplômés peinent souvent à trouver un emploi pour entrer sur le marché du travail. Donc, beaucoup de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui sont en transition vers le marché de l'emploi appréhendent donc au préalable cette étape. Ils sont pris par des sentiments de frustration et d'impuissance et finissent par être bloqués par des sentiments d'exclusion, voire même donc des sentiments d'humiliation. Donc, ces jeunes sont susceptibles d'être désespérés quant à leur avenir professionnel, ce qui pourrait influencer la façon dont les jeunes apprécient leur vie et les décisions qu'ils prennent envers leur orientation professionnelle. Donc, la plupart des jeunes Tunisiens diplômés de l'enseignement supérieur, on va voir les taux, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur est supérieur à 30%. Par rapport aux chômeurs, dont des travailleurs actifs. Donc, la plupart de ces jeunes se trouvent dans un état d'épuisement et de détresse qui questionnent le sens de leur vie et questionnent donc leur bien-être. Donc, les jeunes pensant avoir fait leur choix d'orientation de vie en choisissant une filière d'études après le baccalauréat se trouvent pris lors du passage de l'université à l'emploi par un sentiment d'amertume face à une désillusion, les faisant passer d'une certitude et d'un cheminement linéaire de leur carrière à une incertitude de l'emploi soutenue par une instabilité socio-économique. Donc, deux parcours types de transition université-emploi
caractérise la transition et le cheminement des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, le premier est un parcours standard, donc représenté par un passage linéaire et relativement direct, donc entre le monde scolaire et le marché du travail. Donc là, c'est des jeunes qui ne vivent pas en fait cette période de chômage, donc de par justement des compétences qu'ils développent à travers un engagement associatif, un engagement citoyen, ou bien également des stages qui se font durant leur parcours universitaire. Et la transition est donc alors assimilée à la trajectoire. Le deuxième donc parcours moins linéaire est caractérisé par un travail indépendant, par des périodes d'attente, par le passage par un travail non qualifiant. Donc, et là, on voit l'opposition entre le diplôme, donc qui donne une qualification en termes de compétences, en termes de savoir purement théorique, et puis donc un travail non qualifiant ou d'ailleurs des sous-emplois, par du travail informel, par des périodes de chômage plus ou moins prolongées qui constituent également des alternatives donc plausibles à la survie. Donc ces formes de travail souvent précaires, sous-qualifiants et incontournables pour une certaine catégorie des diplômés sont des alternatives plausibles et peuvent préserver les jeunes d'une situation de passivité, d'un isolement social, d'une perte de confiance et voire même garantir un minimum de revenus donc pour survivre. Donc, en Tunisie, le constat est établi par le rapport conjoint du ministère de la Formation professionnelle en 2019 et de la Banque mondiale. Il est celui d'une insertion de plus en plus difficile des diplômés du supérieur donc sur le marché de l'emploi. On dénombre 47% de jeunes qui souhaitent changer d'emploi dans l'ensemble des travailleurs. L'examen de motivation de changement donc se caractérise par un caractère temporaire de l'emploi pour plus de 28%, des mauvaises conditions de travail à plus de 25% et un faible revenu par heure donc pour plus de 22% des interrogés. Donc ces causes sont les caractéristiques même du travail donc informel et la plupart des emplois dans les pays donc, en développement se trouvent dans l'économie informelle qui joue un rôle prédominant au sein de l'économie. On peut même penser que la crise économique mondiale renforce le poids de l'informel en raison des pertes d'emplois affectant les autres secteurs d'activité économique. Donc, qu'est-ce que le travail informel dans ce sens-là? Donc, le travail informel paraît indispensable donc, pour la lutte contre la pauvreté, qui est au cœur des préoccupations des politiques de développement. Il s'agit d'un enjeu majeur du point de vue politique, économique et social. En même temps, l'économie informelle demeure largement méconnue par les chercheurs et négligée par les politiques, voire perçue négativement. Et de ce fait, donc nous nous trouvons face à un vide dans l'élaboration de la définition même du travail informel dans les institutions tunisiennes particulièrement. Donc, nous baserons notre exposé sur la définition de l'Organisation internationale du travail. Donc, le secteur informel est défini comme l'ensemble des entreprises donc individuelles non agricoles et non enregistrés qui produisent donc des biens et services pour le marché. Donc l'emploi informel est quant à lui, donc il y a ici deux distinctions entre le secteur donc informel qui est caractérisé par des entreprises donc qui ne sont pas répertoriées au niveau de l'agence de promotion des investissements, et puis il y a l'emploi informel qu'on trouve même dans des entreprises qui font partie du secteur formel. Donc cet emploi informel est quant à lui défini comme l'emploi sans protection, et plusieurs caractéristiques peuvent être considérées à cet égard pour une définition précise. Donc absence de protection sociale, absence de contrat écrit, absence de paie, de feuilles de salaire, absence d'indemnité, etc. Donc, du fait de ces définitions, l'emploi informel est constitué de deux composantes principales distinctes, à savoir l'emploi dans le secteur informel, ainsi que l'emploi non protégé dans le secteur formel. Et donc, conformément aux définitions de l'Organisation internationale du travail, le secteur et l'emploi informel composent ce qui est désigné sous le terme d'économie informelle. Partant de cette définition, donc, peut-on alors comprendre que le travail dans l'économie informelle constitue la caractéristique même d'une vie indécente, ou que seulement une des deux composantes pousserait plus vers une vie indécente. Donc, pour avoir des données sur la question, nous avons approché la problématique qualitativement.
Et nous avons mené 3 focus group donc, en avril 2020 auprès de jeunes hommes et femmes travaillant dans le secteur informel, diplômés chômeurs du système éducatif, donc dans 3 villes de la Tunisie. Donc, les jeunes hommes et jeunes femmes interrogés sont employés dans des emplois informels ou précaires et qui sont diplômés dans l'enseignement supérieur. Donc, ça veut dire qu'ils ont un minimum le diplôme de licence. Les participants au groupe donc, de discussion sont impliqués et engagés dans des expériences de leur ville et ils sont en réelle quête de solutions pratiques. Ils ont été invités à s'exprimer sur leur situation professionnelle, donc dans le travail, dans la situation du travail informel, donc sur leur famille et leurs attentes donc vis-à-vis de l'État. Donc, la grille d'entretien utilisée pour les focus group est de nature inductive. Elle comprend 5 axes principaux visant les déterminants sociaux, le contexte familial et éducatif, les perceptions des jeunes en matière d'emploi, les perceptions des jeunes en matière de travail informel et leurs perceptions donc, sur l'avenir professionnel. Alors, voilà des exemples de récits donc, de la part de ces interviewés. Par exemple, donc, un jeune qui a 26 ans, qui a un master en anglais des affaires, donc donc, durant la période où on l'a interrogé, donc il a été à sa 2e année de chômage et travaillant dans le secteur informel. Donc il dit « J'ai travaillé dans l'agriculture en tant que maçon et dans le commerce parallèle et la contrebande. C'est vrai que je n'avais pas le permis et je transportais jusqu'à la frontière de l'Algérie. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas pardonné. Je conduisais jusqu'à 50 kilomètres dans la piste à chaque fois où j'arrive sur la voie. Je laisse à mes frères ou à mes cousins pour prendre la relève et conduire. » Quand on interroge certains jeunes donc sur leur situation actuelle par rapport au travail, quand là on a 2 témoignages, par exemple cette jeune qui est licenciée en droit, donc elle dit tant qu'on ne travaille pas avec une couverture sociale, on ne sera jamais satisfait. Le jour où une personne tombe malade et s'absente, elle ne sera ni payée ni soignée. Donc pour Mourad, les petits boulots ne me permettent pas d'avoir un plan d'avenir, de bouger à la recherche d'un emploi stable et aider ma famille, même pour connaître une fille et d'avoir une vie privée. Je me permets pas de le faire. Tout ça parce que je n'ai pas un salaire fixe. Quant à la question, aux réponses par rapport à la question, qu'est-ce qui fait que vous optez pour le travail informel et instable alors que vous n'en êtes pas satisfait? Donc, quelques réponses par rapport à cette question. Étant donné qu'on n'a pas une alternative, on accepte la situation pour ne pas rester au chômage. Pour avoir notre argent de poche, juste pour avoir mon argent de poche, c'est une solution à court terme, plutôt une étape passagère dans le parcours de toute personne. Donc, pour Achid, donc pour ne pas prendre la voie de la délinquance, ne pas attendre l'aide des autres et surtout pour être indépendant. Quant à la question, quelles sont les difficultés du travail informel? Donc, les réponses sont les suivantes. Le salaire et la stabilité matérielle et surtout, on se sent exploité par nos chefs car on est dans l'obligation d'accepter ses ordres. Beaucoup de difficultés. On a besoin d'être sécurisé et rassuré. Surtout le manque de stabilité, d'épanouissement, ni couverture sociale, ni rien du tout. Comment, à votre avis, on va bâtir une famille et avoir des enfants un jour? Quant à la question, c'est quoi pour vous un travail décent? Donc, voici les réponses. Être recruté en tant que professeur dans ma spécialité. Je cherche la quiétude, un travail dans la police et une titularisation. Je cherche à monter mon propre projet et à avoir un atelier. Je cherche juste un emploi stable et de préférence qu'il soit dans ma spécialité d'études. J'aimerais trouver un emploi dont la tâche me passionne, même avec un petit salaire. Et puis l'essentiel, c'est qu'on soit à l'aise dans ce qu'on est en train de faire, même si notre tâche est difficile et compliquée. Alors, pour la dernière question, si vous avez la possibilité de changer cette activité, c'est-à-dire de passer de secteur du travail informel vers le secteur public, donc formel, et que vous soyez moins rémunéré, quels seraient vos choix? Donc là, c'est des réponses assez intéressantes. Certaines personnes donc répondent de cette sorte. Moi, je préférerais un salaire de 500 dinars, ce qui est l'équivalent à peu près de 150 €. Hein. Donc, et être titularisé dans le secteur public qu'un salaire de 1000 dinars, ce qui équivaut à peu près à 320 €, sans être titularisé. Pour Malik, je choisirais la quiétude d'esprit avec un petit salaire. Pour Farouk, quand une personne est titularisée, le Code du travail lui garantit plusieurs droits. Pour Nassim, moi je choisirais le travail qui me permettra d'avoir un salaire plus haut. Je vis le jour au jour, je m'en fous de la titularisation.
Et pour Dalila, donc quand on a le statut d'un employé titularisé, on se sent toujours en sécurité. Alors, qu'est-ce que on pourrait justement déduire de tous ces témoignages et de tous ces vécus? Donc, on pourrait dire que le jeune diplômé tunisien estime et recherche 2 facteurs essentiels pour avoir une vie décente. Ainsi, le plus important, donc pour le jeune diplômé de l'enseignement supérieur qui vit dans la précarité de l'emploi, c'est d'obtenir une compensation adéquate et d'avoir accès à des soins de santé adéquats pour avoir un travail décent. Donc, ces témoignages interpellent la pertinence des pratiques et des démarches d'accompagnement à l'orientation professionnelle, centrées exclusivement sur la personne, donc pour une population se trouvant dans des situations socio-économiques précaires. Les pratiques de l'orientation ne seraient-elles pas davantage pertinentes et utiles pour cette population si elles offrent des ressources communautaires, des compétences psychosociales et politiques et des réseaux socio-professionnels? Donc, des pistes de réflexion sur de nouvelles approches d'accompagnement à ces populations donc, qui sont dans la précarité, incitant à la mise en évidence du contexte social dans lequel se dérouleront les parcours de vie, défendant la justice économique et sociale, en absence donc, de cadre institutionnel régissant le métier du conseiller en orientation professionnelle, et ces pratiques donc, sont à adopter. Donc, également, on pourrait dire qu'une nouvelle définition de l'orientation de carrière qui privilégie une rationalité émancipatrice mettrait alors en évidence le contexte social dans lequel se dérouleront les parcours de vie. L'orientation professionnelle donc, impliquerait une relation de dialogue, une pédagogie mutuelle qui permet de sensibiliser les individus et les groupes aux forces sociales, donc, qui définissent le monde du travail et qui affectent l'éventail des possibilités qui s'offrent à eux. Il est nécessaire de les doter de compétences donc, politiques, de réseaux, de ressources communautaires, de valeurs et de dispositions pour lutter pour des arrangements sociaux et professionnels équitables et justes dans lesquels le développement et l'épanouissement de soi font progresser le développement et l'épanouissement donc, des autres. Donc, je fais référence ici aux travaux de Sultana, donc, particulièrement les travaux de 2017. Donc, les constats qui sont établis, c'est que également ces différents entretiens montrent que les critères de travail décent ne couvrent qu'une partie de la définition du travail décent telle qu'elle est définie par l'Organisation internationale du travail, également présentée dans la théorie de la psychologie du travail, donc qui présente 5 caractéristiques du travail décent. Donc, les conditions de travail sûres sur le plan physique et interpersonnel, donc des horaires qui permettent d'avoir du temps libre et un repos adéquat, des valeurs organisationnelles qui complètent les valeurs familiales et sociales, une rémunération adéquate et un accès à des soins de santé adéquats. Donc, les entretiens que je viens de partager avec vous montrent que le travail décent qui est perçu en tant que tel, donc de la part de ces jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, se limite en fait plutôt à une rémunération adéquate et un accès à des soins de santé adéquats. Alors pour être plutôt dans une perspective pratique par rapport à la professionnalisation des conseillers d'orientation qui en Tunisie sont démunis en fait d'outils que ce soit qualitatifs ou quantitatifs pour pouvoir accompagner ces jeunes. On pourrait dire justement qu'il est important en fait d'étudier l'individu et de développer une harmonie entre la personne et l'environnement donc dans lequel il évolue dans le cadre donc, du pensée global donc tel que ça a été présenté par Edgar Morin donc en 2015 donc dans son livre. Il s'agit d'entretenir l'épanouissement dans les relations sociales et professionnelles, sous-tendant le développement des propres ressources et potentialités. Et là, on a pensé justement à la pertinence du modèle intégratif qui serait donc plus généralisable donc, culturellement s'il considère les caractéristiques socio-psychologiques et culturelles du conseiller. Donc le conseiller qui serait plus le vecteur du changement que le dispositif d'accompagnement
en lui-même. Et là, le modèle de Biswas Diener et collaborateurs en 2011 pourrait également se greffer donc, sur le modèle intégratif donc, de Rottinghaus et Schelman en 2015, donc, afin d'œuvrer pour un développement justement durable de ces ressources psychosociales et communautaires. Donc, or, la problématique qui se présente en Tunisie, c'est que aucune démarche d'accompagnement prenant en considération ces problématiques conjoncturelles, sociales et individuelles de la transition université-emploi n'a été validée ou institutionnalisée à ce jour. Donc, et la question n'est pas tant de savoir quel modèle d'accompagnement utiliser, mais plutôt de cibler la problématique du consultant afin de faire du bon usage et des outils et des dispositifs d'accompagnement qui s'offrent aux conseillers d'orientation en tant que tels. Donc, ce qui ressort en fait également de ces entretiens, c'est que ces jeunes en fait diplômés de l'enseignement supérieur qui vivent réellement une situation de vulnérabilité économique possèdent un patrimoine de ressources donc sur lequel les conseillers doivent s'appuyer. Donc, ce sont des ressources réellement de résistance en fait pour exister et pour survivre. Et nous pensons justement que le conseiller devrait s'appuyer pour accompagner les jeunes donc dans la transition sur ces ressources donc basées sur le capital humain fondé par les connaissances, par les compétences, les aptitudes et d'autres caractéristiques, des ressources sociales fondées sur le partage et le soutien, mais également des ressources donc psychologiques et des ressources identitaires telles que la conscience de soi et son rôle identitaire. Donc, l'ACHEB en 2006 rappelle justement que les conseillers d'orientation qui travaillent dans les agences nationales de l'emploi et du travail indépendant en Tunisie utilisent une approche seulement analytique, donc, qui se base sur la relation d'aide à travers des entretiens du conseil, donc, héritier d'une longue tradition justement partenariale avec Pôle emploi en France et avec l'INETOP. Donc, les conseillers de l'ANETI utilisent des entretiens basés sur des approches éducatives et comportementalistes donc pour développer les ressources du demandeur d'emploi. Nous parlons de demandeur d'emploi, ça veut dire il est considéré comme chômeur en fait dans le bureau d'emploi parce qu'il est enregistré dans ces bureaux d'emploi, parce qu'un demandeur d'emploi, c'est une personne qui est en quête d'emploi, qui n'est pas enregistrée dans le bureau d'emploi, forcément elle n'est pas répertoriée donc dans les statistiques nationales. Donc là, ce qui est préconisé justement, c'est plutôt d'aller au-delà de ces pratiques et plutôt de dépasser les limites à travers des techniques donc de recherche d'emploi. L'accent est donc bien mis sur la promotion d'un comportement proactif et sur la diversification de l'information, pouvant à ce titre donc ajuster les stratégies également de recherche d'emploi ciblées vers des institutions qui opéreraient plus dans l'économie formelle. Donc, l'activité du conseiller en orientation en Tunisie est donc davantage habitée par une pratique informationnelle, donc de guidance, qui est le fruit d'une politique institutionnelle adressée à tout public et particulièrement à tout diplômé, donc souhaitant s'informer sur son environnement professionnel. Donc, il n'y a pas forcément une spécialisation donc, par catégorie de demandeurs d'emploi. Donc, et ça démontre également une difficulté de l'accompagnement. Donc, or, la perspective du counseling et du conseil est un autre champ de pratique que celui d'une pratique informationnelle. Celle-ci requiert donc l'engagement du consultant dans le processus de conseil, notamment à la transition, faisant suite à sa demande dans un objectif d'aide à la décision, d'un accompagnement à la connaissance de soi, voire même d'explorer ces différentes sphères dans une relation d'aide. Donc, sont alors mises en jeu dans cette problématique les compétences du conseiller d'orientation et sa capacité à mettre au profit du diplômé chômeur, travailleur dans l'informel, toutes ces ressources. Donc, il devra alors favoriser par certaines de ces interventions un travail de qualité sur soi, donc en tant que conseiller, qui vient s'articuler à un travail antérieur du sujet et qui se prolongera au-delà dans la durée autant que dans l'itération. Donc, je cite Boutinet et Elan et Guillaume Ollery, lui et Loirer. Donc, dans le cadre du paradigme du life design, des chercheurs pointent certaines compétences donc nécessaires aux conseillers en orientation, donc
afin d'accompagner les jeunes dans la construction de leur vie. Et à ce titre, Juntonen et Martin, en 2015, insistent sur la nécessité de développer des compétences dans le domaine de la prévention et de l'autre dans le domaine de la justice sociale. Donc, certaines recherches ont déjà été menées sur la question de la prévention, donc notamment les recherches de Nota, Ginevra et Santilli en 2015, mais il serait utile également d'identifier quel type de connaissances et de compétences interculturelles sont pertinentes, donc à ce titre pour le conseiller. Donc, pour conclure, le conseiller dans une approche de counseling devra alors solutionner plusieurs dilemmes. Devra-t-il encourager le rêve des jeunes diplômés, donc qui sortent de l'université à vouloir ou à pouvoir travailler selon leur diplôme universitaire, ou bien les accompagner vers une appropriation de la réalité? Devra-t-il se référer à des techniques d'entretien ou des modèles scientifiques validés dans des contextes différents culturellement, ou devra-t-il user de sa subjectivité et de ses propres ressources adaptatives pour mieux appréhender les problématiques transitionnelles chez ces diplômés? L'équation semble difficilement résolvable. Alors, un rapprochement entre références scientifiques et références culturelles s'impose à ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas trop débordé là. Un petit peu. Alors, voilà, et juste pour finir, juste une petite citation donc, de Maurice Turing. Donc, notre vue ne porte que sur une courte distance, mais cela nous suffit pour voir les choses à faire ici. Et la dernière, donc, qui a été énoncée par Martin Luther King: si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir présenter cette communication. Merci Samia.